Donc dans cette deuxième vidéo où on va parler d'énergie, on va s'intéresser au travail d'une force et à l'énergie potentielle et faire le lien avec le théorème de l'énergie cinétique comme on a vu précédemment. On va donc appliquer ce théorème dans certaines situations et voir qu'est-ce que ça a comme conséquence. Alors, avant toute chose, on va se poser la question, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une force a telle propriété? La première propriété qu'on va regarder, c'est, imaginons qu'on a une force normale au déplacement. Donc là, j'ai fait vraiment un schéma très simple. Imaginons que je pars de A à B et que je suis une ligne droite, et que ma force F, elle est tout le temps perpendiculaire à finalement ce déplacement entre A et B. Donc elle est perpendiculaire ici, perpendiculaire là. Je n'ai pas dit que l'intensité de F était forcément constante, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais supposons que F, quel que soit l'endroit de ma progression, est toujours perpendiculaire à mon petit déplacement dl. Si j'écris ça, F perpendiculaire à dl, ça a comme conséquence que F scalaire dl est égal à 0. Si vous calculez le produit scalaire entre une force entre deux vecteurs perpendiculaires, vous allez trouver 0. Donc maintenant, si on calcule le travail tel qu'on l'a défini, le travail entre A à B de cette force F, ça va être l'intégrale de A à B de F scalaire dl. Si F scalaire dl est tout le temps égal à 0, vous allez obtenir un travail nul. Ça, c'est un résultat qui est très simple. Le travail d'une force normale au déplacement est nul. Alors, comme exemple, imaginons, il y en a plein des exemples, la force magnétique va tout le temps avoir un travail nul, la force de Coriolis va avoir un travail nul. Peut-être que ce qui est le plus proche de ce qu'on a fait dans notre module de mécanique du point, c'est la réaction du support. Imaginons que j'ai un carton ici et que je le déplace de A à B. La réaction du support, elle est normale au support et le déplacement, il est parallèle au support. Donc on voit que V sera toujours le déplacement sera toujours perpendiculaire à R. Donc si je coupe mon déplacement en petit élément dl, en petit déplacement, infiniment petit, ces déplacements seront toujours perpendiculaires à R et j'obtiens un travail nul. Voilà. Donc, en gros, si vous calculez le travail d'une réaction du support, vous allez toujours trouver un travail nul. Deuxième propriété intéressante, on va s'intéresser au travail d'une force constante. Donc imaginons qu'on a une force qui est toujours la même, elle agit tout au long d'un parcours, et la force est toujours la même, c'est une constante. Donc si je veux calculer le travail de A à B de cette force, je vais calculer l'intégrale de A à B f scalaire dl, mais comme la force est constante, je peux la sortir de mon intégrale. Donc j'ai f scalaire l'intégrale de A à B dl. L'intégrale de A à B dl, qu'est-ce que c'est? Ça va être le vecteur AB. Pourquoi? Vous prenez le petit dl ici, plus le petit dl là, plus le petit dl, et vous faites la somme de tous les dl. Ça vous donne un vecteur, finalement, qui est parti de A et qui va arriver à B, donc qui est donné par le vecteur AB. L'intégrale de A à B, quel que soit le chemin que vous empruntez, ça va être le vecteur AB. Donc le travail d'une force constante va s'écrire de façon très simple, F scalaire AB. Ça va être un cas très très atypique, hein. On va quand même voir que ça arrive souvent d'avoir une force constante, en tout cas on en connaît déjà certaines. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le travail d'une force constante est donné par le travail est égal à F scalaire AB, et c'est indépendant du trajet suivi. Si on prend ce trajet-là, ou on se prend un trajet quelconque comme ça, ou celui-ci, si la force est constante, ce qui va compter, c'est l'intégrale de A à B de tous les chemins infinitésimaux, et ça va donner à la fin le vecteur AB précédemment. Alors, une force dont le travail est indépendant du chemin suivi, on lui a donné un nom, c'est vraiment important, on appelle ça une force conservative. Donc une force dont le travail est indépendant du trajet suivi est une force conservative. Il n'y a pas que les forces constantes qui sont conservatives, il y a d'autres forces, mais en tout cas une force constante est une force conservative. Alors, on va appliquer ça à une force qu'on connaît bien, que vous avez beaucoup étudié, le poids. Le poids, c'est une force qui est constante, puisque si je me mets ici, là ou là, on a vu qu'il y avait effectivement une petite différence si on calculait la force de gravitation, mais qu'elle était parfaitement négligeable, cette différence. Donc on va considérer notre poids comme une constante, et donc, comme c'est une constante, on va pouvoir utiliser le résultat précédent. Le travail du poids, si je vais de A à B, quel que soit le chemin que je prends, ça va être égal à P scalaire AB. Donc c'est une force qui est une force conservative, indépendante du trajet suivi. Maintenant, on va préciser un petit peu ce P scalaire AB. P, si je prends un axe Z vers le haut, X vers la droite ici, et puis un Y qui irait vers l'intérieur de mon tableau,
Je vais écrire les coordonnées de P. P, c'est les coordonnées 0, 0 et moins mg, z étant vers le haut. Et le vecteur AB, pour calculer sa coordonnée, vous prenez la différence en x en abscisse, xb moins xa pour la coordonnée 10, yb moins yk pour l'ordonnée et zb moins za pour la cote. Donc, vous avez les différences entre la position du point B et la position du point A, tout simplement. Ça vous donne le vecteur AB. Donc si maintenant je calcule le produit scalaire, vous allez faire 0 fois ça, plus 0 fois ça, donc x et y ne vont pas intervenir. Par contre, vous allez avoir moins mg fois zb moins za. Finalement, le produit scalaire P AB va être égal à moins mg zb moins za. Donc ça, c'est le travail du poids entre deux points A et B. Et vous voyez qu'effectivement, ce travail ne dépend pas du tout du chemin que vous avez suivi. Il ne dépend que finalement de l'altitude finale moins l'altitude initiale de ZB moins ZA. Alors, on va écrire ça d'une façon un peu différente. ZB moins ZA, c'est la différence d'altitude entre A et B. Hein. On va noter ça delta Z. Tout simplement, delta Z égale ZB moins ZA par définition. Donc finalement, le travail du poids ne va dépendre que de la différence d'altitude. Alors, si on applique maintenant le théorème de l'énergie cinétique, alors je vous avais dit F, au tout début, je vous avais dit F, c'est toutes les forces, supposons qu'on n'ait que le poids. Par de A, on va à B, on suit cette trajectoire et on n'a que le poids qui agit. C'est un petit peu bizarre parce que le poids ne ferait pas ce type de mouvement, mais supposons que ce soit le cas. Si c'est le poids, et on veut calculer qu'il n'y a que le poids qui agit entre A et B, dans ce cas-là, on peut écrire que la variation d'énergie cinétique, c'est égal au travail de A à B du poids, et donc on va pouvoir écrire que la variation d'énergie cinétique est égale à moins mg delta z. Dans un cas, alors ce ne serait pas un mouvement comme ça, hein, mais un mouvement où par exemple je prends un point B, je lâche, et je prends un mouvement de chute libre, là j'aurai que le poids qui agit, pour être en chute libre en fait, pour avoir que le poids qui agit. Donc là, ce serait valable. Ce serait pas valable avec mon trajet que j'ai décidé. D'accord. Donc ici, mon delta EC serait égal à moins mg delta z, il n'y a que le poids qui agit, et donc je vais prendre ce terme-là et le passer de l'autre côté, et j'obtiens que delta EC plus mg delta z est égal à 0. Et on peut écrire ça d'une façon un petit peu différente. Finalement, c'est la variation de l'énergie cinétique plus mgz qu'on prend au point B moins le point A pour calculer cette variation. Et ce qu'on vous dit, c'est que finalement, la variation de EC plus mgz doit être nulle, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de variation de EC plus mgz au cours du temps, puisque l'égalité est nulle. Alors, on va regarder un petit peu plus dans les détails et faire sortir cette énergie potentielle. Pour ceux qui la connaissent, vous l'avez déjà observé, c'est le mgz qui est apparu ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc là, je récapitule, on a EC, l'énergie cinétique, et de ce côté-là, on a l'énergie potentielle de pesanteur qu'on note EP et qui est égale à mgz. Et donc ce terme-là, c'est la somme de l'énergie cinétique plus la somme de l'énergie potentielle de pesanteur, et on vous dit que la variation de ces deux énergies est nulle dans le cas où il n'y a que le poids qui agit, dans le cas d'un mouvement en chute libre. On va même définir quelque chose d'autre, c'est l'énergie potentielle, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles. Ici, il n'y en a qu'une, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie mécanique ici, c'est EC plus EP. Et donc, dans notre cas où on n'a que le poids qui agit, on peut dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc l'énergie mécanique se conserve lorsqu'un objet n'est soumis qu'à son poids. Un résultat que vous avez déjà utilisé allègrement au lycée, je pense, et que vous ne saviez pas d'où il venait. Voilà, je vous ai démontré que si on considère que la force qui est le poids, qu'une seule force, le poids, on a la conservation de l'énergie mécanique définie comme la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur donnée par mgz. Alors dans les faits, il n'y a pas que l'énergie potentielle de pesanteur, il y a plein d'autres énergies potentielles, et en fait on va pouvoir définir une énergie potentielle à chaque fois qu'on a une force conservative, c'est-à-dire que son travail doit être indépendant du trajet suivi. Donc il en existe plusieurs, ça ne va pas être l'objectif de ce cours parce que ça nous amènerait à des choses un peu compliquées dans certains cas, mais en tout cas c'est bon de le voir dès maintenant. On va avoir par exemple la force de rappel d'un ressort, la force électrostatique ou la force gravitationnelle. Ça va être des forces qui vont être des forces conservatives.
À l'inverse, vous ne pourrez pas définir d'énergie potentielle si la force n'est pas conservative, et le cas d'école d'une force qui n'est pas conservative et que vous connaissez maintenant, c'est les forces de frottement. Les forces de frottement vont vraiment dépendre du trajet que vous allez suivre. Par exemple, imaginez une force de frottement solide qui est constante lors du trajet. Si vous allez en ligne droite ou si vous prenez des détours, vous allez avoir un travail qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus important si vous prenez des détours. Donc, les forces de frottement ne sont pas conservatives et donc vous ne pouvez pas écrire d'énergie potentielle à partir d'une force de frottement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez affaire à un système qui ne subit que des forces conservative, et ben, vous allez pouvoir faire des bilans d'énergie et prendre en compte les différentes énergies potentielles pour faire le travail que vous avez déjà fait sur l'énergie mécanique. Vous allez prendre l'énergie cinétique plus toute l'énergie potentielle et vous allez pouvoir utiliser des théorèmes qui vont vous dire que vous avez conservation de cette énergie mécanique globalement. Et si vous avez une force qui n'est pas conservative, alors dans ce cas-là, ça ne marche plus et il faut calculer le travail de cette force non conservative pour l'ajouter dans votre bilan. Alors justement, vraiment pour finir, et ce sera la dernière chose que je vais vous montrer, on va s'intéresser au travail d'une force de rappel de ressort, puisqu'on l'a vu ensemble, cette, cette force, on l'a déjà décrite. Donc là, je vais directement appliquer le théorème de l'énergie cinétique. En fait, on a notre mouvement qui fait des avancées de gauche à droite, hein, dans notre système qui va osciller. On va supposer qu'on n'a pas de force de frottement, hein, sinon ce n'est pas une force, enfin, pas une force conservative. Donc on va supposer qu'on a P et R et F. P et R, si je me déplace horizontalement, ce sont des forces qui ne vont pas avoir de travail, puisqu'elles sont perpendiculaires au déplacement. Donc le travail de P et de R sont nuls. En plus, P et R s'annulent, donc voilà. Mais si on prend le travail de P, c'est 0. Le travail de R, c'est 0. Dans le bilan des différentes forces qui travaillent, eh ben, ça n'intervient pas. Et la seule force qui va rester, c'est la force de rappel F. Moi, j'ai négligé les frottements. Donc là, je vais pouvoir écrire le principe fondamental, le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique est égale au travail des forces, et on va exprimer cela. Donc ici, F, c'est la force de rappel, et cette force de rappel, on l'a déjà exprimée précédemment. C'est une force qui est seulement en X et qui peut s'écrire en X égale à moins KX, X étant la position par rapport à la position d'équilibre ici. Donc si je suis ici, je veux une force vers la gauche, il faut donc que je fasse moins k fois x, puisque x est positif. Donc là, j'ai bien une force qui est vers la gauche. Et inversement, si je suis de ce côté-là, x est négatif, donc moins kx me fait bien une force vers la droite grâce au moins. Donc on va écrire ça, et on va s'intéresser au travail de cette force quand on se déplace horizontalement. Et quand je me déplace horizontalement, vous voyez que mon dl ici, bah, finalement, ça revient à un petit déplacement selon x. Donc mon déplacement, dl, bah, finalement, c'est un dx, un petit déplacement selon x. Donc f scalaire dl, je vais l'écrire comme ça scalaire ça scalaire ça, donc ça fait moins kx dx, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0, donc ça me donne juste moins kx fois dx. Ça, c'est une fonction qui est facile à intégrer, puisque si vous faites attention, vous avez x et sa dérivée, donc ça, la primitive de cette fonction, on va la trouver facilement. Avant ça, on va sortir le moins k qui est une constante, et on va chercher la primitive de x dx. Donc là, la primitive, c'est x au carré sur 2. Si vous dérivez x au carré sur 2, euh, vous allez avoir 2x dx qui vont descendre, divisé par le 2, ça va bien vous donner x dx. Ça, c'est la primitive de votre x dx, et on va le prendre entre a et b. Donc finalement, ça revient à écrire que on va avoir moins le 1 demi, le 1 sur 2, je le sors, c'est moins 1 demi de k, fois la différence entre les x carrés final moins initial. Donc là, je vais noter delta de x au carré. Delta de x carré. On va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va basculer ce terme de l'autre côté. Delta EC plus 1 demi de k delta x au carré égale 0. Et on voit qu'ici, on a une variation de l'énergie cinétique. Ici, on a une variation de la position x qu'on va mettre au carré. Donc ça, je peux l'écrire comme une variation globale. C'est la variation de l'énergie cinétique plus 1 demi de k x2, écrit entre la position B moins la position A. Et ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, ce terme-là, eh ben, il ne doit pas varier, puisque delta de ça doit être égal à 0. Ce terme-là, c'est une énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle élastique qui s'écrit 1 demi de kx carré d'un ressort.
Voilà, ça se note l'énergie élastique, EE, avec un indice E pour énergie potentielle de l'élastique, et vous avez une formule qui vous dit que c'est 1/2 de kx carré cette énergie. Donc voilà un autre type d'énergie potentielle qu'on pourrait maintenant mettre dans des équations aux énergies, dans des bilans énergétiques, pour pouvoir suivre les choses. Et je vous rappelle qu'à partir du moment où vous aurez une force qui n'est pas conservative, il faudra vraiment calculer son travail qui, elle, va dépendre du chemin suivi, et donc le mettre dans ce théorème de l'énergie cinétique. Voilà, je m'arrête là pour ce cours. C'est la fin du cours de mécanique du point du premier semestre de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je ferai sûrement des exercices qui vont porter sur différents points que j'ajouterai à ces vidéos. Je vous remercie.